Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on parle souvent, peut-être un peu trop d'ailleurs, Instagram. Cette plateforme, incontournable pour les photographes, soulève énormément de questions. Est-ce un outil indispensable ou un obstacle à la créativité? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. J'ai voulu explorer ce sujet à travers plusieurs perspectives. L'histoire d'Instagram, son rôle comme outil de communication, ses implications professionnelles, ses dérives avec le concept d'unchitification. C'est chiant à dire, mais je vais m'en sortir. Et enfin, on verra quelques stratégies pour en tirer parti. Cette vidéo s'appuie sur plusieurs réflexions, dont celle de Shane Tucker, des éléments tirés du mémoire de Camille Gourdan sur Instagram et la photographie professionnelle, et un concept proposé par Cory Doctorow. Et je ne vous cache pas que ça a été un gros bordel à écrire, j'ai lu plein de trucs sur le sujet, j'ai eu plein d'idées, de réflexions, ça a fait une belle collision dans ma tête tout ça, mais allons-y. Instagram a été fondé en 2010 par Kevin Systrom et Mike Krieger. Et c'est un outil qui a profondément transformé notre manière de consommer et de produire des images. À ses débuts, l'application permettait uniquement le partage de photos au format carré, avec des filtres simples offrant une expérience épurée centrée sur la photographie. Rapidement, Instagram a enrichi ses fonctionnalités pour accroître l'engagement des utilisateurs. En août 2016, l'introduction des stories a permis le partage de contenu éphémère, ça a été inspiré, plutôt volé à Snapchat, et en juin 2018, la plateforme a lancé IGTV pour des vidéos plus longues. Puis en novembre 2019, les Reels ont été ajoutés pour concurrencer TikTok avec des vidéos courtes et dynamiques. Alors je fais un aparté comme ça, je dis Reels et pas réel, ça fait chelou pour les gens autour de moi, mais en fait c'est Reels, c'est une bande de films, donc je pense que c'est pour ça qu'ils les ont appelés comme ça en anglais, et nous on traduit ça par réel parce que juste, je sais pas, on n'avait pas mieux, mais ça me paraît tellement plus logique que ça se dise Reels, comme la bande de films, parce que c'est des vidéos. Bref. Ces évolutions visaient à maximiser le temps passé sur l'application et l'engagement des utilisateurs en s'adaptant aux tendances du marché et aux attentes changeantes du public. Ainsi, bien que centrée sur l'image, la stratégie d'Instagram a toujours été orientée vers la captation de l'attention, en intégrant des fonctionnalités conçues pour encourager une interaction continue et prolongée des utilisateurs. C'est important de le comprendre, Instagram n'est pas pensé pour les photographes, mais pour retenir ses utilisateurs le plus longtemps possible sur l'application. J'insiste, et je le dis même souvent, c'est avant tout, dans mon usage du moins, un outil de communication. Je suis les photographes que j'aime bien, je vois l'envers du décor, j'essaie de montrer autant que possible le mien et d'y être accessible, mais les images sont secondaires. Dans mon cas, et j'espère que vous l'aurez compris depuis le temps, la consommation d'images, ça passe beaucoup plus par les bouquins que par Instagram. Donc Instagram est avant tout un outil de communication. Il ne reflète ni la qualité artistique, ni le talent. C'est aussi très important à retenir. Et c'est là que rentre en jeu la réflexion de Shane Tucker. Elle est issue de son livre qui est ici, Pourquoi nous créons. Pourquoi et comment nous créons, c'est ça. J'ai commencé à le lire, j'ai pas tout lu, mais je vous le conseille parce que j'aime bien l'esprit, globalement. Même si la traduction française n'est pas fofolle, ça sent plus l'anglais traduit qu'autre chose. Mais bref, je vous mets l'extrait en entier, que vous puissiez vous faire une idée du contenu, et je terminerai ma lecture un petit peu plus tard. Vous suivez des gens variés sur les plateformes comme Instagram, pas parce que vous trouvez l'inspiration dans leurs photos, mais parce que vous les trouvez intéressants pour une raison ou pour une autre, et que vous voulez savoir ce qu'ils font. Dans mon cas, j'ai bon nombre de followers et d'abonnés sur les plateformes comme Instagram et YouTube. Cependant, je n'y accorde pas une importance exagérée pour une raison simple. Je sais que la popularité en ligne n'est pas une question de maîtrise. Le danger des réseaux sociaux est de nous concentrer sur les statistiques, comme si elles étaient un score de talent. Mais ce serait une erreur de croire que plus notre nombre d'abonnés est élevé, plus nos œuvres attirent de l'attention en ligne, meilleurs nous sommes en tant qu'artistes. Pour ceux d'entre vous qui restent malgré tout déterminés à chasser les gros chiffres, je vais casser Internet et vous livrer le secret d'un grand succès sur les réseaux sociaux. Vous êtes prêts? C'est simple. Déshabillez-vous ou achetez un chiot, les gens semblent assez friands des deux solutions. Si vous créez des comptes partageant les joies de la nudité ou des animaux domestiques, vous aurez sans doute un public fidèle en un rien de temps. Mais si vous suivez ce conseil et décrochez les gros chiffres que vous espériez, soyez conscients que la taille de votre nouveau public ne signifie en rien que vous êtes devenu un grand artiste. Vous savez, à un moment donné, il faut choisir ce qui est important pour vous. Développer ses compétences, approfondir sa compréhension de son art, croître en tant qu'être humain pour avoir des choses importantes à dire. Tout ce travail est totalement indépendant du jeu des chiffres en ligne. La triste réalité est que l'internaute moyen ne voit pas ce travail de fond. Il ne passe pas assez de temps avec votre œuvre et ne peut donc juger sérieusement la profondeur de ce que vous créez. En tant que photographe, je peux le prouver facilement. Si j'ai un public important et que la taille de l'audience correspond à mon talent d'artiste, pourquoi les galeries ne me harcèlent-elles pas en me priant d'exposer chez elles? C'est pourtant évident. Elles savent juger la qualité d'une photo et les opinions collectives des masses d'internautes n'ont absolument aucun impact sur leur opinion. Mes chiffres n'impressionnent pas non plus les grands photographes. Mes héros comme Salgado, Meyerowitz, McCurry ou Leibovitz ne traînent pas dans mes commentaires en me parlant comme à un égal parce que je ne le suis pas. Les statistiques rattachées à mes comptes sur les réseaux sociaux ne les trompent pas.
Ils connaissent la réalité et moi aussi. J'ai encore un long chemin à parcourir. C'est un fait, je connais des photographes bien meilleurs que moi qui n'ont qu'une fraction de mon audience. Et je connais aussi des débutants sans expérience que le public suit en masse. Je connais même des chats dont les chiffres nous font tous passer pour des minus. Alors, peut-on admettre que ces statistiques n'ont à peu près aucune signification et arrêter de les prendre au sérieux? Maintenant, on va parler de l'impact d'Instagram chez les professionnels. Ma source principale pour ça a été le travail de Camille Gourdan, alias Allégresse sur Instagram. Je vous mets son profil là, partout, il va apparaître quelque part. Elle était étudiante, elle m'avait contacté, je l'avais un petit peu aidé pour son mémoire comme j'avais pu et selon ma dispo, et elle a eu la gentillesse de me l'envoyer. Donc c'est très chouette, allez voir ce qu'elle fait du portrait, c'est cool, et nous on reprend tout de suite la vidéo. Dans son mémoire, Camille explore en profondeur comment Instagram influence la photographie professionnelle à l'ère du capitalisme de la plateforme. Oui, j'ai dit le gros mot. Ce travail met en lumière les opportunités offertes par la plateforme tout en exposant les contraintes qu'elle impose. Du côté des avantages, Instagram est un outil puissant pour la visibilité mondiale et immédiate. Les photographes peuvent y utiliser des fonctionnalités comme les stories, les réels, les highlights pour pouvoir promouvoir leurs œuvres et se connecter à un public diversifié. La plateforme constitue également une source de revenus, vente de tirages, collaboration avec des marques ou animation d'ateliers. Cette autonomie dans la gestion de la présence en ligne a transformé les pratiques des photographes en ouvrant des horizons économiques nouveaux. Cependant, cette dépendance à Instagram n'est pas sans risque. Les algorithmes favorisent les formats engageants, comme les vidéos courtes au détriment des photographies traditionnelles. La compression des images altère la qualité, tandis que les critères de performance, les likes, les partages, les commentaires, vous connaissez, façonnent parfois la production artistique. À cela s'ajoutent des menaces plus structurelles, la censure, la stabilité de la plateforme et l'incertitude autour des changements algorithmiques peuvent déstabiliser les photographes et limiter leur expression artistique. Après une phrase comme ça, je ne regrette pas d'avoir sorti le prompteur. En réponse, les photographes ont dû faire évoluer leurs pratiques artistiques et professionnelles pour s'adapter à ce nouvel écosystème numérique. Instagram influence les tendances artistiques en favorisant des contenus spécifiquement adaptés à ces formats. Par exemple, il y a un an, c'était la création de Reels qui était devenue essentielle pour rester visible, même si elle s'éloigne parfois de la nature intrinsèque de la photographie. Et maintenant, c'est plutôt les carousels qui sont mis en avant, chaque époque sa tendance. En parallèle de ça, Instagram facilite aussi la formation de communautés. Ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'y suis. La plateforme agit comme un nouvel espace de networking où les photographes peuvent échanger des idées, collaborer et renforcer leur capital social. Ce réseau est crucial pour leur développement professionnel car il leur permet de tisser des liens qui peuvent déboucher sur des opportunités concrètes. Face à cette réalité, de nombreux photographes cherchent à rétablir l'authenticité de leur travail en diversifiant les moyens de diffusion. Ils privilégient les expositions physiques ou des éditions imprimées pour transcender la nature éphémère des publications numériques et donner une nouvelle valeur à leur art. Les in, tout ça, je vous en ai déjà parlé, je vous mets un petit lien quelque part. En conclusion, Camille Gourdan met en évidence la dualité dans l'utilisation d'Instagram. Bien qu'indispensable pour la visibilité et la promotion, la plateforme impose des contraintes importantes. Si elle influence profondément la pratique photographique, elle ne remplace pas le besoin des photographes de s'émanciper de cette dépendance afin de retrouver une reconnaissance plus durable et une expression artistique libérée des impératifs algorithmiques. Et maintenant, on va passer à ma partie préférée. J'ai hésité à faire une vidéo que sur ça tellement je trouve le concept génial, mais j'ai fait un truc plus global. C'est la vie, c'est comme ça. Dans un article que j'ai lu, Cory Doctorow décrit un phénomène qu'il appelle l'unshitification. Unshitification, l'emmerdification en français, je vais peut-être dire plutôt emmerdification, parce que unshitification c'est super dur à dire, même avec un prompteur. Bref. C'est un concept puissant pour comprendre l'évolution de la plateforme numérique dans le capitalisme de plateforme. Ce modèle repose sur un schéma en 3 phases. D'abord, les plateformes séduisent leurs utilisateurs en leur offrant des services gratuits et de qualité pour bâtir une base d'utilisateurs conséquente. Vous vous souvenez tous de Facebook au début, c'était complètement la fête au niveau du reach, on avait des pages, on pouvait avoir des milliers d'abonnés, tout le monde voyait tout, etc. Pareil sur tous les réseaux sociaux, au début de chacun, il y a un golden age. Par exemple pour Threads, on y est encore, ou c'est un peu la fin. Personnellement, j'ai des posts à la con qui ont fait 100 000 vues, ce qui est énorme par rapport à ce que je peux faire sur les autres réseaux sociaux. Là, on est encore dans cette phase que je viens de vous décrire sur ce réseau social. Une fois cette masse critique atteinte, elles se tournent, ces plateformes, vers les entreprises et les créateurs les plus lucratifs en maximisant leurs profits au détriment de l'expérience utilisateur. Ça, vous l'avez tous vécu si vous avez plus de 10 ans sur un réseau social quelconque. Au bout d'un certain moment, quand on a passé la phase que je viens de vous décrire, arrivent les publicités, le reach devient payant, etc. Donc on rentre dans cette phase-là où elles se tournent vers les entreprises et non plus vers les utilisateurs parce qu'elles ont constitué leur masse critique. Enfin, et c'est la dernière étape, elles exploitent aussi ces clients lucratifs pour extraire le maximum de valeur, menant à une dégradation globale des services et souvent à la disparition de la plateforme elle-même.
Bon, là, j'ai pas d'exemple en tête, je pense que Twitter, ça va arriver dans pas très très longtemps, mais Instagram, ça y est, par exemple, Instagram, on a des tétrachiers de pubs, YouTube, c'est pareil, il y en a partout. Là, c'est la phase où on tire le max de jus possible du truc, quitte à faire chier tout le monde. Emmerdification, tout ça, vous l'avez. Pour Instagram, ce processus est flagrant. Initialement centrée sur la photographie et l'expression artistique, la plateforme s'est transformée pour maximiser le temps passé par ses utilisateurs dessus. Les algorithmes favorisent désormais les formats engageants, comme les réels et les vidéos sponsorisées, souvent au détriment des photographies traditionnelles. Cette mutation force les créateurs, notamment les photographes, à s'adapter en permanence pour maintenir leur visibilité, tout en naviguant dans un écosystème de plus en plus hostile aux œuvres originales. L'emmerdification n'est pas un accident, mais une conséquence structurelle du modèle économique de ces plateformes. Doctorow explique que ce cycle est inhérent à leur stratégie de captation de valeur rapide et court-termiste. Et ça, l'emmerdification, c'est un phénomène qui a été décrit par plusieurs médias. Je suis tombé sur des articles chez Wired ou The New Yorker qui pointent l'ironie de la situation. Le web social, autrefois vu comme un espace de liberté et de créativité, est aujourd'hui perçu comme étouffant, répétitif et toxique. J'ai 35 ans, j'ai vécu le passage du web 1 au web 2, donc c'est-à-dire que le web 1, des pages statiques, voilà, on est sur tfou.fr, télécharger des photos de Pokémon, vers les réseaux sociaux. J'ai eu un compte Facebook assez tôt, même en anglais à l'époque, et c'était vraiment ça, même les premiers MySpace, où on pouvait avoir notre petite page en ligne. Si vous êtes de ma génération, vous avez aussi connu Skyblog. Le Web 2.0 avait cette promesse-là, un espace de liberté, de créativité, où on pouvait chacun être soi, partager, etc. Et ça s'est perdu à cause justement de ce que je viens de vous décrire, l'emmerdification. Donc la façon dont Instagram change est révélatrice d'un changement plus global des réseaux sociaux et de nos espaces numériques. Les critiques soulignent également un sentiment de fin de cycle. Depuis 2022, de nombreux articles prophétisent la mort des réseaux sociaux tels que nous les connaissons. Des plateformes autrefois innovantes comme Facebook ou Twitter sont devenues des jardins emmurés, où l'effet de réseau initial a laissé la place à l'exploitation maximale des utilisateurs. La toxicité algorithmique, qui privilégie les contenus polarisants ou commerciaux, contribue à rendre ces espaces invivables tout en accélérant leur perte d'attractivité. Pour Doctorow, ce déclin est aussi le reflet d'une idéologie. Le capitalisme de plateforme n'a jamais eu pour but de durer, mais d'extraire le plus de valeur possible avant de s'effondrer. Ce modèle se manifeste par une concentration des profits et une précarisation croissante des créateurs et des travailleurs du numérique. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de gens avec des millions d'abonnés qui gagnent aussi mal leur vie en vrai. Pour avoir vu les chiffres de certaines chaînes YouTube, il y a un décalage assez fort entre les deux. Des concepts comme le coût de transfert élevé, la difficulté de quitter une plateforme une fois intégrée à son écosystème, emprisonnent les utilisateurs dans des systèmes qui ne leur offrent plus de réelle valeur. Ainsi, des plateformes comme Instagram continuent d'attirer et de retenir leurs utilisateurs, mais auprès d'une dépendance psychologique et économique. Les photographes, par exemple, doivent jongler entre la créativité et le respect des formats imposés pour répondre aux exigences d'un public captif. Ce qui aurait pu être un outil de partage et de découverte s'est transformé en un espace où la survie numérique dépend d'une adaptation constante aux caprices algorithmiques et commerciaux. L'emmerdification d'Instagram n'est pas isolée mais symptomatique d'une ère où le web social lui-même arrive à son terme, je pense. Ce processus, largement documenté, révèle une tension entre les aspirations initiales de ces plateformes et leur réalité actuelle. Un espace dominé par la quête incessante de profit au détriment de l'expérience utilisateur, de la qualité du contenu et plus largement de l'intégrité des écosystèmes numériques. Et voilà comment niquer l'ambiance. Bon, vous vous doutez bien, je vais pas m'arrêter là, je vais vous donner quelques petits conseils sur comment utiliser ces plateformes. On est parti. Malgré tout, il est possible, je pense, de tirer parti d'Instagram en restant stratégique et en adoptant une approche réfléchie. Voici quelques pistes pour mieux utiliser ces plateformes sans sacrifier votre créativité ni perdre votre authenticité. Tout d'abord, soignez votre feed. Suivez des comptes qui vous inspirent et vous poussent à évoluer en tant que photographe. La curation de votre flux est essentielle. Ce que vous voyez quotidiennement influence vos idées et votre production. Évitez de vous laisser submerger par des contenus qui vous démoralisent ou vous poussent à comparer votre travail à celui des autres de manière toxique. Réfléchissez à ce que vous consommez et choisissez des comptes qui nourrissent votre réflexion artistique. Ensuite, concentrez-vous sur votre message. Instagram peut être une vitrine puissante pour partager vos émotions, vos histoires, vos idées. Ne créez pas uniquement pour obtenir des likes et des followers, pensez à l'impact émotionnel et narratif de vos publications. Posez-vous cette question. Que voulez-vous que vos spectateurs ressentent en voyant vos images? Les chiffres sont éphémères, mais une image authentique, capable de raconter une histoire, laisse une trace durable. Enfin, acceptez les limites de la plateforme. Instagram, comme toute plateforme, a ses contraintes. Algorithmes capricieux, format imposé, compression des images. Ne laissez pas ces limitations dicter votre art. Il est important de reconnaître ce que vous pouvez contrôler et concentrer vos efforts sur ce qui compte vraiment, votre propre vision et votre propre style. Créez avant tout pour vous-même
pour approfondir votre pratique et faire évoluer votre art indépendamment des validations externes. Et je tiens à insister sur ce point, sur l'importance de l'authenticité. Créer pour soi est essentiel pour préserver votre intégrité artistique. Prenez exemple sur des figures comme Viviane Meyer, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une photographe qui est restée inconnue de son vivant, mais dont l'œuvre a été découverte après sa mort. Et quelque part, elle incarne une approche assez pure et dédiée à l'expression personnelle. Ne vous perdez pas dans la quête des tendances ou dans les contenus formatés pour plaire à l'algorithme. Trouver et développer un style personnel unique demande du temps et de l'introspection, et c'est aussi ce qui permet de se distinguer durablement. Quelques derniers petits conseils pour la route, on est parti. Prenez du recul régulièrement, évitez de passer trop de temps sur la plateforme et accordez-vous des moments pour créer hors ligne. Fixez-vous des objectifs clairs. Pourquoi vous êtes sur Instagram? C'est pour partager votre travail, pour trouver des clients? Est-ce que c'est pour vous exprimer? Avoir une vision claire de votre présence en ligne vous aidera à éviter de vous égarer, quelque part. Et explorer d'autres formes de partage. Des expositions physiques, des portfolios en ligne, des impressions, des livres photos, plein de choses qui vous permettent de diversifier les canaux et de réduire justement la dépendance qu'on a un peu tous à Instagram. Et maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis sur tout ça en fait. Comment utilisez-vous Instagram en tant que photographe ou créateur? Quelles stratégies vous semblent les plus efficaces pour préserver votre authenticité tout en tirant parti de la plateforme? Partagez vos idées, vos expériences en commentaire, j'aime toujours les lire, pour enrichir sa discussion et inspirer d'autres photographes qui vont passer par là et lire tout ça aussi. Parce qu'ensemble, en échangeant un peu nos idées comme ça, on peut apprendre à utiliser ces outils de manière constructive et réfléchie. Et donc, pour conclure tout ça, Instagram est un outil puissant, mais il ne doit pas devenir une fin en soi. La vraie valeur de votre travail réside dans ce que vous exprimez et non dans les chiffres. Je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager. Vous connaissez la musique. Et si justement ça vous intéresse de travailler votre créativité, votre personnalité, votre authenticité et tous les trucs qui finissent en IT, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il y aura plein de conseils pour vous dedans. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Il y a un lien dans la description. Et moi je vous dis à dans 15 jours. Prenez plein de photos, prenez soin de vous. On se retrouve sur Instagram, sur YouTube ou quelque part dans nos espaces numériques. Salut!